Bienvenue à notre webinaire du think. Alors, je rappelle quand même pour ceux qui ne le sauraient pas que le think tank, c'est un groupement de personnes qui s'intéressent à la santé, qui s'intéressent à la télémédecine et dans le but d'organiser mieux le parcours de soins des patients. Donc, tous ceux qui sont sensibles à cette problématique sont les bienvenus dans notre think tank. Ce soir, donc, je vous propose de commencer maintenant à 19 heures, de finir au maximum à 20 heures. Et nous avons le plaisir d'accueillir Baptiste Truchot, qui est cofondateur d'Omnidoc. Omnidoc est une plateforme qui est très utilisée aujourd'hui, que j'utilise personnellement depuis plusieurs années. Donc, Baptiste, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci à vous. En guise d'introduction, est-ce que je peux te demander de te présenter rapidement, puis surtout présenter la construction d'Omnidoc? C'était peut-être pas quelque chose d'évident quand ça a été fait. Avec plaisir. Omnidoc, c'est une société qu'on a créée à deux avec mon associé en 2019. Alors, pour la petite histoire, je travaillais avant ça pour une assurance santé qui s'est créée avec Obamacare aux États-Unis. Donc, Obamacare qui donne accès à une assurance santé à un pan de la société américaine qui n'y avait pas accès, et avec des assurances santé qui jouent le rôle de la sécurité sociale en France, hein, et qui ont les mêmes problématiques que la sécurité sociale, d'essayer d'optimiser le parcours de soins, donc d'éviter que les patients aillent aux urgences pour un rhume, d'éviter qu'ils n'aillent pas se faire soigner et qu'ils attendent que l'état se dégrade, etc. Et donc, on tentait dans ce cadre-là d'améliorer le parcours et en pensant un peu aux mêmes idées que ce qui existe en France. Et on essayait de faciliter la découverte du bon professionnel. On a introduit la téléconsultation et on a testé la téléexpertise en 2018. Donc c'est comme ça que j'ai été exposé au sujet. J'étais responsable de l'équipe qui testait la chose auprès d'un certain nombre de médecins partenaires. Et les résultats ont été extrêmement positifs pour le patient, pour le médecin, pour le système qu'on représentait. Et du coup, on se posait la question de comment on pouvait faire émerger cette pratique dans le contexte américain. Moi, j'ai commencé à me poser la question de comment ça se développait. Est-ce que ça se développait en France? J'ai suivi du coup les évolutions réglementaires. Et quand la France a décidé de légiférer sur le sujet, j'ai décidé de rentrer pour monter Omnidoc. Donc ça, c'est un peu le début de l'aventure. Et Donc, vous avez commencé finalement en 2020, hein, c'est ça, vraiment C'est ça, opérationnel. enfin, exactement. C'est enfin un petit peu avant, 2019. C'est le 2019. moment où la téléexpertise rentre dans le droit commun. Alors peut-être pour réexpliquer, on ne sait jamais, mais donc la téléexpertise, c'est un échange d'avis Oui. entre professionnels. Donc, l'usage majoritaire, ça va être un médecin généraliste qui sollicite un spécialiste hors médecine générale. C'est le cas le plus standard, mais ça peut être toute forme d'échange d'avis. Ça peut être un professionnel vers un médecin, ça peut être un médecin spécialiste vers un médecin de centre hospitalier universitaire, etc. Et c'est une pratique qui a toujours existé. Donc, le mot est assez nouveau, c'est introduit en 2010, mais la pratique, c'est ce qui se fait par téléphone. Fax, email, plus récemment WhatsApp, etc. Donc ça a toujours existé et ça a toujours été très utile pour pouvoir avoir vite une réponse, potentiellement être rassuré ou à l'inverse accélérer une prise en charge. Et cette pratique, elle a même eu tendance à être de plus en plus nécessaire. Ce qui s'est passé, enfin une tendance de fond, c'est une pénurie médicale qui s'est accrue, en tout cas depuis quelques années ou décennies. Ça veut dire des délais qui augmentent pour être reçus par le médecin spécialiste, même en cas d'adressage du médecin traitant. Et en tant que médecin traitant, si on craint que son patient ait un mélanome, on ne peut pas juste dire va prendre un rendez-vous dermato. On est obligé de s'impliquer dans la suite du parcours. Et donc la téléexpertise qui était dépanner un copain une fois de temps en temps s'est transformée progressivement en une pratique quotidienne pour la plupart des médecins. Donc ça, c'est ce qu'on a connu quand on est arrivé et c'était fait voilà, par les outils de communication traditionnels, ce qui posait plein de problèmes. La sécurité, ce qui n'était pas forcément le problème numéro un, mais qu'en était un. L'efficacité, parce que par exemple, les cardiologues à qui je parlais en 2019 me disaient, bah, moi j'ai un numéro de téléphone, je reçois 10 coups de fil par jour. Systématiquement, j'ai besoin de voir le CG, donc je donne mon numéro de téléphone portable pour que je reçoive un WhatsApp. Quand je reçois le WhatsApp, je rappelle le médecin si je ne suis pas passé à un autre patient, à un autre appel, et le tout dans une voilà, consultation normale.
Et puis si on décide de voir le patient, on écrit sur un post-it le numéro et on le met sur le bureau du secrétariat. Enfin, c'était vraiment le bazar. Et donc, il y avait un enjeu d'être capable d'organiser, structurer, améliorer cette pratique et puis de la valoriser. Pareil, quand on dépanne un copain 2 fois par semaine, on n'a pas besoin que ça soit un acte valorisé. Quand ça représente un temps plein dans un service hospitalier, bah, il faut pouvoir valoriser le temps médical qui est consacré à cette activité. Et donc, c'est ce que voilà, a permis à la fois l'introduction dans le droit commun de la télexpertise et ce qu'on a fait avec OmniDoc, d'essayer d'avoir un outil très simple qui permettrait aux médecins de voilà, centraliser ces échanges sur un outil dédié, efficace, sécurisé, valorisé. La particularité d'OmniDoc, c'est en fait d'être un tuyau sécurisé, mais vous n'intervenez pas sur la gestion des dossiers patients, comme certaines plateformes. Enfin, voilà, Tout à fait. Donc, on a une c'est la approche. sécurisation. Oui. Ouais. Et donc on n'est pas des fondateurs médecins, on travaille tous les deux dans la santé, mais en tant Hum, qu'ingénieurs. Et donc, ça a, je pense, influencé notre approche qui, ouais. on s'est dit dès le départ, on ne va pas expliquer aux médecins la manière dont ils doivent fonctionner, avec qui ils doivent échanger et comment. On ne voulait pas influencer les parcours de soins, on voulait juste apporter un outil pour que les acteurs, les organisations en place puissent Hum. structurer les parcours, donc typiquement en ville hôpital ou en tout cas premier, second recours. Et donc, c'est une plateforme unique comme Nidoc, mais sur lequel sont déployés des projets distincts, portés par des hôpitaux, des cabinets, par des choses qui peuvent être un peu plus, des organisations un peu plus nouvelles, comme les équipes de soins spécialisés, etc., qui vont pouvoir dire, moi, je veux que tel type de professionnel sur mon territoire puisse m'envoyer tel type de demande, il me faut telle et telle info, et on répondra sous 48 heures en se relayant, lundi c'est Dupont, mardi c'est Martin, etc. Et donc nous, on essaie d'avoir un outil qui s'adapte vraiment aux équipes, aux organisations, aux projets, aux spécialités, mais qui reste très simple, intuitif et gratuit pour les correspondants. Il y a un élément qui est assez particulier, je trouve, parce que la télé-expertise, on peut se dire qu'elle pourrait être faite de n'importe où. Mais en Mhm. fait, quand on en a discuté, tu m'as bien expliqué que c'était très territorialisé. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pas forcément comme ça que ça se développe en dehors de France, mais effectivement, en France, sur Omnidoc, 99% des échanges sont locaux. Le local pouvant varier, hein, ça peut être le spécialiste d'à côté, l'hôpital du coin, le CHU de la région, donc ça peut être plus ou moins local, mais c'est toujours le plus proche pour un niveau d'expertise donné. Et ça, c'est quelque chose qui va de soi en fait pour les deux acteurs, hein, celui qui demande, celui qui répond, parce que Hum, le but, c'est de pouvoir, si c'est nécessaire, adresser le patient et améliorer le parcours. Ce que veut pas le médecin qui fait une demande, c'est qu'on lui dise, bah oui, là c'est grave, il faut qu'il voit un dermato dans la semaine, mais ça sera pas moi. Parce que là, il est obligé de recommencer en fait et de rappeler un dermato et de hum. lui expliquer, de lui dire que quelqu'un d'autre dans une autre ville lui a dit qu'il fallait qu'il voit son patient. Donc ça, le médecin traitant n'aime pas ça. Et à l'inverse, les hôpitaux, ils sont débordés. Eux, ils veulent pas travailler plus au sens travailler pour des patients qu'ils n'auraient pas vus. Ils veulent pour les patients sur leur bassin de population dont ils sont responsables, entre guillemets, essayer d'avoir une autre manière de travailler. Et le grand thème de la télexpertise, c'est de passer du premier arrivé, premier servi à il faut qu'on voit Ouais. d'abord les patients graves, les patients urgents, et qu'on aide le recours d'avant à gérer plus de patients lui-même. J'ai vu que Jacques voulait poser une question. Marion, Oui, je veux Oui. poser une question parce qu'il y a la question de la valorisation. Dans la pratique, donc effectivement, on recevait des coups de téléphone en cardiologie, comme vous l'avez très bien dit, j'étais cardiologue, enfin je le suis toujours, mais je n'exerce plus. Et ça, c'était gratis prodéo, les coups de téléphone. Mhm, Mais maintenant, lorsqu'il y a une téléexpertise, l'acte de téléexpertise, il est facturable. mhm. Est-ce que vous intervenez dans ce processus? Oui, alors c'est un gros sujet, et effectivement, euh, la valorisation est un des arguments. Les médecins ne font jamais la expertise pour la valorisation, mais une fois qu'ils en font, ils ont envie de pouvoir valoriser ce temps-là, et c'est Ah, bien bien normal. sûr. Et notre rôle est d'essayer de complètement automatiser ou à minima faciliter grandement le processus qui permet de se faire payer de part et d'autre. Alors, là, il n'y a pas une seule solution et ça dépend de l'hôpital public, libéral, etc. Mais en gros, ce que fait Omnidoc, c'est s'assurer qu'on a toutes les données nécessaires et qu'on sait que le cadre réglementaire est respecté. Donc, petit détail, mais
Inter-établissement, c'est pas forcément valorisable, ça dépend si le patient est hospitalisé, etc. Donc OmniDoc s'occupe de vous dire ça c'est bon, vous allez pouvoir le valoriser. On a collecté les informations nécessaires. Et là ensuite on va essayer soit de permettre une délégation automatique à l'équipe administrative. Donc par exemple si vous avez dans un hôpital un bureau des entrées, dans un cabinet un secrétariat, ils auront directement accès aux données qui leur permettent de coter. Soit on va automatiser avec des interopérabilités, on envoie les données automatiquement dans le système du médecin ou de l'hôpital pour pouvoir assurer à la fois la traçabilité, donc on enregistre toujours un compte-rendu dans le dossier patient, et la facturation de l'acte. Et c'est un acte qui ne se facture pas au patient, hein, c'est un acte tiers payant 100% assurance maladie, donc c'est les deux médecins, celui qui demande l'avis et celui qui donne l'avis, qui vont envoyer une feuille de soins électronique à l'assurance maladie en mode tiers payant pour recevoir une rémunération. Et Et c'est eux qui rédigent la feuille de soins électronique ou bien c'est vous qui la leur envoyez? bah, le plus possible, on essaie d'envoyer dans leur système les informations de D'accord, façon à ce que ça pré-remplisse toutes les d'accord. informations, ou à minima, dans ce cas-là, déléguer au secrétariat, bureau des entrées, etc. Mais donc, on a un gros Oui, enjeu c'est surtout pour la d'interopérabilité. pratique libérale que je me préoccupe, parce Mhm. que dans la pratique hospitalière, il y a une administration. Dans Tout la à fait. pratique Ouais. libérale, il n'y a pas d'administration. Enfin, il y a une organisation, mais il n'y a pas une Mhm. administration. Jacques, c'est dans le système de gestion, quand tu prends le dossier, à la fin, on te propose la facturation. Ça vient automatiquement, en quelque Oui. sorte. Mhm. Mais selon Hein? les logiciels, on va proposer, bah, vous avez un bouton à cliquer, ça va tout amener sur votre logiciel à vous Hmm. et pré-remplir la feuille de soin, vous n'avez plus qu'à valider. Donc ça, c'est le bon scénario. Et il y a des logiciels avec lesquels on n'est pas interopéré. Donc nous, on essaie de le faire avec tout le monde. Il se trouve qu'il y a un ou deux logiciels qui ont leur propre stratégie et qui se disent, je veux pas aider voilà, mais les médecins qui utilisent et OmniDoc et mon logiciel et donc refusent l'interopérabilité. Mais l'État essaie de travailler avec le Ségur et les prochaines vagues à imposer au logiciel des normes d'interopérabilité. Donc idéalement, c'est un problème qui sera derrière nous pour tout le monde d'ici un an ou deux, qu'il est déjà pour à peu près deux tiers des médecins aujourd'hui normalement, libéraux. D'accord. Et dis-moi, puisqu'on parle d'argent, comment les gens payent, qui paye dans son système? Donc c'est... Ah, donc qui paye OmniDoc, c'est ça? Oui, qui paye Ouais. Omnidoc, oui, oui. Ouais. Alors, déjà parce qu'on n'a pas dit Est-ce les qu'il faut chiffres. payer pour l'utiliser, quoi? C'est ça Ouais. la question, en fait. Donc, juste sur les chiffres de la téléexpertise, la rémunération de la téléexpertise, donc c'est l'assurance maladie qui rémunère directement les médecins ou les hôpitaux. Omnidoc n'est pas intermédiaire de ça. Et les deux professionnels sont rémunérés. Donc le médecin qui donne l'avis est rémunéré maintenant 23 euros par avis. Ça peut être un médecin, ça peut être aussi une sage-femme ou un dentiste. Mhm, oui, oui. Et côté professionnel requérant, ça peut être un médecin, ça peut être aussi un autre professionnel et les infirmiers, les kinés, les orthoptistes, etc., peuvent solliciter des téléexpertises. Et une partie des professions, dont les médecins et les infirmiers, peuvent valoriser aussi la demande de téléexpertise. Donc le temps passé à constituer un dossier, recevoir la réponse, gérer la suite du parcours patient. Et donc l'un est rémunéré 10 euros et l'autre 23 euros. Et je détourne, mais je vais répondre à la question. Euh, Sur Omnidoc, aujourd'hui, il y a 130 000 professionnels qui utilisent la plateforme. Il y a 10 000 téléexpertises par jour. Et on est encore essentiellement, Omnidoc, mais la téléexpertise en général, une pratique de médecin à médecin. Donc sur les 130 000 professionnels, il y a 95 000 médecins, donc c'est quand même encore une grosse partie, enfin la grosse majorité est médecin. Mais en plus, si on regarde les téléexpertises, c'est encore plus biaisé, une pratique de médecin à médecin. Il y a différentes raisons, on pourrait y revenir, qui expliquent ça, mais ça reste voilà, vraiment une pratique dans le parcours, premier, second recours ou deuxième, troisième recours. Et pour la rémunération d'Omnidoc, donc Omnidoc, on a fait le choix d'avoir un outil qui est parfaitement gratuit pour les utilisateurs qui l'utilisent à titre individuel. Donc n'importe quel professionnel de santé qui est inscrit dans le répertoire RPPS, qui a sa carte CPS, peut s'inscrire en autonomie en quelques secondes, l'utiliser pour demander des avis, donner des avis. Et ça sera gratuit. Et on fait payer la mise en place de projets collectifs. Donc le fait de pouvoir organiser un réseau de téléexpertise qui va permettre de pouvoir travailler à plusieurs. Donc un service hospitalier ne veut pas que chacun reçoive des demandes. Ils veulent que la demande soit adressée au service dermato. Ils veulent que le secrétariat ait un rôle pour la convocation des patients, que le bureau des entrées ait sa liste administrative pour la cotation des actes. Et donc c'est toute cette gestion collective qu'on appelle réseau de téléexpertise, qui n'est pas obligatoire, mais que vont vouloir mettre en place les organisations si elles en ont besoin, si le volume est important, elle implique un abonnement qui est payé à la plateforme. Donc c'est les équipes expertes, en gros,
qui constituent les clients et, et qui représentent à peu près 10% des professionnels utilisateurs. Ah oui. Et donc ça, c'est astucieux. En fait, n'importe quel professionnel qui a besoin d'un avis peut utiliser la plateforme et prend l'habitude de l'utiliser, en fait. C'est ça, ouais. L'idée, c'était d'éviter de perdre des acteurs parce que si je fais une téléexpertise une fois toutes les deux Oui, semaines, je oui, vais oui. pas vouloir, j'ai pas des besoins très compliqués, je veux un outil Ah oui, simple oui, oui. et gratuit. Donc, on voulait être sûr que 100% des acteurs pouvaient utiliser OmniDoc, trouver ce dont ils avaient besoin et que les acteurs qui avaient des besoins plus complexes, parce que le Mhm. volume, l'organisation, le type d'avis, de nécessité, allaient trouver eux aussi une offre qui cette fois-ci était payante, quoi. Ok. C'est Marion, tu important ce voulais que poser vous une dites question? sur la communication. C'est important, hein, parce que excuse-moi, dans des points occasionnels, si je puis dire, c'est gratuit. C'est C'est assez, ça. c'est assez, c'est pas très courant dans une société qui a quand même pour vocation de gagner de l'argent. Aussi, Ouais, aussi. non. Et c'était vraiment l'idée de se dire, il faut, enfin, on est vraiment une plateforme. Donc l'objectif, c'est que le médecin se connecte parce que l'hôpital du coin lui dit, bah, il faut passer par OmniDoc pour les avis, mais il va trouver l'ensemble des acteurs du territoire sur la même Mhm. plateforme. Et cette notion où chaque personne donne de la valeur à la plateforme, à tous les autres qui y étaient déjà et qui arriveront par la suite, était importante pour nous, pour les acteurs. Et donc on voulait avoir le modèle économique qui permettait effectivement ça et qui permet du coup à 120 000 des 130 000 professionnels en gros de l'utiliser gratuitement, qu'il soit requérant ou requis. Astucieux. Marion, Oui, c'est impressionnant. Si c'est indiscret, le modèle économique fonctionne du coup. bah, faut Ça, espérer. on- Parce que on- les on- hôpitaux, ils sont jamais friands de payer non plus, hein, donc on se dit que. J'avais des questions très pratiques sur le. En fait, est-ce que vous savez dans quelle spécialité il y a le plus de questions posées? Et puis, est-ce qu'on a un ordre d'idée du temps que les médecins mettent pour répondre à une téléexpertise? Ça doit être variable, j'imagine, selon les spécialités. tout à fait. Alors, sur un point que je n'ai pas dit, mais la téléexpertise, elle est vraiment, enfin, son développement très fort dans les dernières années est une vraie conséquence de l'explosion de la pénurie médicale. Et plus il y a une difficulté d'accès à l'étape d'après du parcours de soins, plus la téléexpertise va généraliser, parce que de part et d'autre, on cherche à trouver des solutions pour les patients. Un dermato qui reçoit un mélanome qui a métastasé va se dire, est-ce qu'on aurait pu faire autrement? S'il a eu un rendez-vous chez son médecin traitant il y a 6 mois, il va se sentir responsable du parcours qui a été organisé. Et donc la téléexpertise, c'est une réponse à ça. Et donc, de là, on comprend pourquoi il y a plus de téléexpertise par médecin en dehors de Paris qu'à Paris. C'est un phénomène intéressant, mais si on regarde le nombre de demandes par médecin traitant, il est clairement plus élevé en dehors de Paris qu'à Paris. D'ailleurs, pour l'anecdote, le premier hôpital de France à avoir utilisé OmniDoc, c'est l'hôpital de Vannes. Et c'est un petit hôpital, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de voilà, nouvelles d'innovations qui sont parties de l'hôpital de Vannes, mais c'est parce qu'ils étaient, entre guillemets, en avance sur la problématique que la téléexpertise OmniDoc venait régler. Et donc, ça explique aussi pourquoi la première spécialité en volume d'avis, c'est la dermato. Parce que bah, c'est voilà, une spécialité qui est clairement en souffrance. Et c'est une des premières qui a commencé à utiliser la téléexpertise comme vraiment point d'entrée dans le parcours. Se dire, il y a presque 10 fois plus de demandes de rendez-vous, même d'adressage, que de rendez-vous disponibles. Il nous faut un autre moyen de nous organiser. Il faut que ça soit pas, entre guillemets, au petit bonheur de la chance ou première arrivée, premier servi. Il faut qu'on ait les moyens de voir les patients qui le nécessitent en premier et donc qui ont déployé beaucoup la téléexpertise. Et après, donc pour information, ça représente à peu près 25% des 10 000 demandes par jour de Omnidoc. Et après, et c'est assez nettement la première. Ensuite, il y a plusieurs spécialités entre 5 et 12%. Donc, il va y avoir euh, cardio, hémato, endocrino, infectio, chirurto. Voilà, il y a une dizaine de spécialités pour lesquelles il y a vraiment beaucoup d'avis. Et à l'inverse, il y a des spécialités où le volume est plus faible. Alors ça peut être pour différentes raisons, mais la psychiatrie, par exemple, on en parlait rapidement avant le début, la psychiatrie a moins d'avis. Alors c'est potentiellement
question d'efficacité de l'avis en télexpertise pour la spécialité psychiatrie. Ça peut être une question aussi de système réglementaire et de financement à l'acte qui n'existe pas dans les établissements psychiatriques. Et en termes de temps, désolé, je suis long, mais en termes de temps, c'est effectivement très variable selon les spécialités. C'est un acte court, hein. La télexpertise n'a pas pour vocation de remplacer la consultation spécialisée, mais plutôt d'éviter une consultation spécialisée qui ne serait pas nécessaire, d'accélérer une consultation et de préparer une consultation spécialisée lorsque c'est nécessaire. Donc, c'est un acte qui est plus court, qui est un avis sur des éléments qui ont été amenés par le médecin requérant la plupart du temps et donc qui sont enfin, voilà, précis. Le but, c'est pas d'aller voir tout le DMP du patient s'il y a des antécédents qu'on ne nous aurait pas mis dans la demande. Le but, c'est de pouvoir répondre à la lumière des éléments et de pouvoir décider à la lumière de ça quelle est la suite logique pour le parcours. Ça peut être plus de choses côté médecin traitant, ça peut être rassurer le médecin traitant, ça peut être à l'inverse, décider de recevoir le patient. Et donc, quand on avait fait des études, alors ça remonte un petit peu, il faudrait qu'on actualise nos chiffres, mais on était autour de 5 minutes de part et d'autre, 5 minutes pour une demande, 5 minutes pour une réponse, avec des énormes écarts entre tout en bas, c'était la cardio. C'est vrai que la vie ECG, c'est très rapide. Un cardiologue, en 30 secondes, il aura son avis et il va pouvoir l'exprimer très vite. Tout va bien, ou enfin, je caricature un peu, mais alors qu'en psychiatrie, c'est des longues demandes, des longues réponses. La partie asynchrone écrite est plus ou moins adaptée. Alors, il existe des formes de télexpertise synchrone, mais c'est un peu plus rare. La partie asynchrone, qui est majoritaire, est un peu moins adaptée à la psychiatrie. Et à l'époque, on avait fait l'étude, donc c'était en 2021, on avait plutôt 12 minutes, donc vraiment l'opposé du spectre, pour une télexpertise psychiatrique. Ok. Jérôme, je Merci. vois que tu voulais poser une question. Je t'en prie. Oui, bonsoir à tous. Alors, je vais parler sur plusieurs niveaux, parce que j'ai eu le plaisir d'utiliser OmniDoc en tant que cadre dans un EHPAD, avec le partenariat du CH de Chartres, hein, vous l'avez très bien dit, sur cette notion de réseau local nécessaire. Et c'est vrai qu'à l'époque, on avait un peu triché sur le fait, il y a quelques années maintenant, mais on avait triché sur le fait que les infirmières pouvaient solliciter des téléexpertises, notamment sur la dermatologie. Ce qui nous a imposé une petite subtilité technique, c'est qu'il fallait aussi produire des images. Et on a mis un petit peu de temps à faire en sorte que ce ne soit pas les téléphones portables des infirmières qui prennent les photos pour les transmettre sur l'outil. Mais c'est un petit détail pratique. Si on dotait tous les EHPAD de ces appareils un peu connectés et professionnels, ça faciliterait en tout cas la production de ces images-là. En tout cas, ça fonctionnait très très bien. Et vous l'avez très bien dit sur la notion de réseau local d'acteurs qui se connaissaient, puisque l'EHPAD était plutôt dépendant du CH de Chartres, mais en fait, le médecin spécialiste en dermato était sur le CH de Dreux. Et c'est vraiment ce réseau local qui permet d'arriver à des résultats extrêmement intéressants. Première question concernant l'étude que vous auriez peut-être pu faire sur l'impact médico-économique de cette solution par rapport au transfert, parce que Olivier va comprendre ce que je dis en tant qu'urgentiste, mais quand vous avez en EHPAD un résident qui a un souci de santé, soit, et c'était mon cas, vous faites appel à le fantôme du médecin coordinateur qui n'est là qu'une demi-journée par semaine, soit vous prenez la décision de redresser le résident vers un service d'urgence pour avoir un avis très banal sur une plaie qui évolue de façon dramatique. Et tout ce coût de transport, tout ce coût est une économie pour la société de façon générale, mais pas pour l'établissement porteur du projet, hein, vous l'avez dit. Donc, je reviens vraiment sur ce côté financement. Vous faites faire des économies du côté transport sanitaire, assurance maladie, et vous faites payer par un organisme qui finalement, voilà, je voulais savoir un peu comment ça pouvait fonctionner. Mm. Et puis la deuxième interrogation, c'est, vous l'avez dit, sur l'accès maintenant un peu plus proche, enfin un peu plus facile pour les infirmiers, savoir comment et dans quelle perspective vous développez cette offre auprès de ces paramédicaux, notamment des IPA, sur l'accès primaire sur ces solutions de santé. Mhm. J'aurai une autre remarque après, mais je commence par ça. Alors, sur l'impact, effectivement, sur le système, donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément, nous, OmniDoc, fait beaucoup pour étudier, communiquer sur l'impact global, notamment parce qu'on a
toujours eu le sentiment, et j'espère que ça ne changera pas, mais que les instances en étaient convaincues. Et toutes les évolutions réglementaires depuis la naissance d'Omnidoc en 2019 ont continué à pousser la télexpertise comme une nouvelle manière d'organiser le parcours. On a quelques... Alors, ça ne correspond pas à la réflexion coût lié au transfert du patient en EHPAD, mais quelques éléments quand même qui sont assez intéressants. La plupart des études qui sont faites sur Omnidoc et la télexpertise sont faites par des acteurs, en fait, en autonomie. Et nous, maintenant, on a plutôt un réflexe d'essayer de les aider à le faire, mais c'est porté par ces acteurs-là. Donc, il y a je pense maintenant une cinquantaine de thèses de médecins hospitaliers qui existent sur des formes différentes de projets Omnidoc. Il y en a une sur laquelle j'aime beaucoup revenir, c'est le projet Oncobres. Donc, c'est les dermato-bretons libéraux bretons qui sont organisés en 2022. Ils avaient un vrai problème de densité médicale en dermato, de mélanome, dont le nombre de mélanomes par habitant en Bretagne est plus élevé qu'ailleurs, et des délais qui avaient explosé en dermatologie. Donc ils ont décidé de créer ce qui était une ancêtre des équipes de soins spécialisées d'aujourd'hui, donc de se regrouper et de dire à tous les médecins généralistes bretons, vous pouvez venir sur Omnidoc, vous pouvez nous solliciter. Vous pouvez solliciter l'un d'entre nous, mais essayez plutôt de solliciter le collectif de Rennes, le collectif de Brest, etc. Et nous, on s'organise. Ils sont 2 d'avis par semaine. Ils tournent toutes les 6 semaines. Et on vous donnera une réponse dans les quelques jours. Et cette réponse, si on a une inquiétude, aboutira à un rendez-vous par le médecin qui a évalué la lésion. Et donc, c'est un projet qui s'est développé progressivement. Là, ils sont à plus de 2500 médecins généralistes différents qui les ont sollicités depuis cette date. Ils sont une cinquantaine de dermatos maintenant. Ils font 1500 avis par mois. Donc, c'est un projet qui a pris des grosses proportions. Et il y a 18 mois, ils ont, à la fin de chaque télexpertise, commencé à remplir, donc dans Omnidoc, un petit formulaire pour dire quel était le diagnostic du requérant, quel était votre diagnostic à vous, qu'avez-vous décidé post-télexpertise, etc. Et ça nous a permis d'avoir des statistiques assez précises, assez pertinentes. Donc, déjà, 40% des lésions étaient malignes, donc 60% bénignes. Et 4,7% ont abouti à un diagnostic de mélanome, donc c'est très important. Mais peut-être le plus intéressant sur ce qu'est la télexpertise, c'est que dans plus d'un cas sur deux, les diagnostics sont discordants. Donc, soit que l'un pense que c'est grave et l'autre non, ou l'inverse. Il y a enfin, il y a 46% de rendez-vous évités. Donc, le médecin traitant voulait un rendez-vous. Le médecin spécialiste a considéré que ce n'était pas nécessaire parce que c'était soit bénin, soit fallait laisser la lésion évoluer avant d'intervenir. Et aussi intéressant, dans 30% des diagnostics de mélanome, ça n'avait pas été diagnostiqué comme un mélanome par le médecin requérant. Et donc, ces chiffres donnent une bonne illustration de ce qu'est la télexpertise évitée du soin inutile, et à l'inverse, pouvoir prioriser le soin important. Et le délai moyen de prise en charge post-télexpertise si diagnostic de mélanome, c'est 4 jours. Donc, il y a un rendez-vous qui est proposé. Donc, en fait, le patient va voir son médecin traitant dans les 2 jours, le médecin traitant dans les 3 jours a un avis qui peut aboutir en 4 jours à un rendez-vous chez le spécialiste. Donc, on a vraiment créé une accélération extrêmement fort du parcours pour certains patients seulement. Donc, le patient dont le problème est considéré comme bénin ne va pas avoir l'impression que l'accès aux soins dermato est meilleur. Et effectivement, il est presque plus dur qu'avant, mais pour des bonnes raisons. Voilà. Donc, ça répond, pardon, de manière un petit peu détournée à votre première question. Mais je pense qu'effectivement, avec les EHPAD, c'est intéressant parce qu'il y a un coût social qui n'est pas porté par l'hôpital, qui du coup n'a pas forcément, lui, un énorme intérêt à optimiser ce coût. Après, on a la chance en télexpertise que les médecins ne nous ont pas attendus pour en faire. Donc, quand on va discuter avec une DSI ou une DAF hospitalière, on ne lui dit pas on va prendre du temps de vos médecins pour faire de la télexpertise. On leur dit demandez-leur. Ils reçoivent des avis tous les jours. Nous, ce qu'on va faire, c'est d'abord les aider à améliorer ça. Et après, on pourra le développer, etc. Mais ça nous permet d'aider l'hôpital dont les budgets sont limités à se dire, bah voilà, je fais pas juste allouer du temps de médecin qui aurait pu de la consultation, de l'hospitalisation à de la télexpertise. Ils ont besoin d'en faire, ils vont en faire quoi qu'il arrive. Donc je leur permets de le faire bien et plus efficacement. Et puis nous, en valorisant en partie l'activité. Et donc on arrive à convaincre à peu près tous les acteurs enfin, c'est toujours les médecins qui poussent pour la télexpertise dans un hôpital, mais on arrive à convaincre la DAF notamment qui peut bloquer beaucoup de projets grâce au financement qu'on va chercher.
Et par rapport aux IDE, donc pour le contexte réglementaire, donc en 2019, la télexpertise a introduite, mais c'est très partiel au départ. C'était un tiers des patients seulement, il fallait être en zone sous-dense ou en ALD, etc. En 2022, elle est ouverte à tous les patients, elle est simplifiée. La rémunération qui était 12 ou 20 euros, c'est que 20 euros. Et puis, le texte de loi dit bah, la possibilité d'envoyer une demande d'avis est ouverte à tous les professionnels de santé. Mais on est resté dans une phase un peu ambiguë où la télexpertise est officiellement ouverte à tous les professionnels de santé, mais la Sécu n'a pas encore Hmm. négocié de convention avec les professions en question. Et donc, selon les caisses, les applications sont différentes. C'est un petit peu complexe. Et progressivement, il va y avoir des avenants conventionnels avec les infirmiers, les orthophonistes, les sages-femmes, etc., qui vont permettre de définir le cadre dans lequel il est possible de faire des télexpertises et d'introduire une rémunération aussi pour l'infirmier pour le temps passé dans télexpertise. Donc ça fait progressivement. Euh, alors, nous, notre rôle, alors, je disais tout à l'heure, la télexpertise, elle est encore essentiellement de médecin à médecin. Il peut y avoir des raisons structurelles à ça, c'est-à-dire le rôle des infirmiers ou des professionnels de santé en général n'est pas un rôle de premier recours, donc il ne va pas forcément être exposé en premier lieu à une difficulté pour laquelle il va avoir besoin de monter en expertise. Donc ça peut expliquer un certain nombre de changements. Il y a une autre raison, c'est que ce que l'on fait sur Omnidoc, c'est qu'on permet vraiment aux équipes expertes de définir le périmètre de leur projet. Et on leur permet aussi de dire, bah, je ne veux répondre qu'aux médecins. Je veux que les médecins traitants jouent le rôle de premier recours. Je ne veux répondre qu'aux médecins. Et en fait, de fait, 9 services dermato sur 10, si ce n'est pas 99 sur 100, aujourd'hui sur Omnidoc, a limité son projet aux médecins. Alors, on peut les comprendre, ils sont déjà débordés. Un service dermato sur Omnidoc, ça fait 100 avis par semaine. Mais de l'autre côté, on a des EHPAD dans lesquels la présence de médecins est de plus en plus rare, etc. Et donc une difficulté d'accès à cette expertise. Alors, tous les services ne font pas le même choix, mais c'est une réalité. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est donc laisser, on n'est pas, on ne dit pas aux acteurs ce qui est bien pour eux. On les laisse faire ce qu'ils veulent, mais on essaie de diffuser les messages. On relaie beaucoup de témoignages sur des formes de télexpertise qui impliquent des infirmiers. D'ailleurs, on a des équipes infirmières expertes, on a des services play à l'hôpital où les infirmiers donnent des avis qu'ils peuvent coter dans le cadre de protocoles de délégation de tâches. Donc, on essaie de relayer ça et on essaie aussi, quand on a des infirmiers qui nous disent bah, je ne comprends pas, je ne peux pas solliciter tel service, c'est un problème, de pouvoir relayer, enfin, de mettre en contact ces acteurs pour qu'ils puissent ensemble décider ce qui, en fonction des réalités locales, hein, mais ce qui est pertinent pour eux. Ok. Jérôme, tu voulais reposer des questions, non? Vous savez bien? T'as plus ton micro, Oui, oui. oui, je peux laisser la parole à Jacques et puis je Ah oui, reviendrai pardon, sur la Jacques, j'ai pas partie, vu. Oui, sur notre partie utilisateur après, pas de souci. ok. Jacques, je t'en prie. Oui, vous parlez beaucoup des hôpitaux et je comprends que c'est la structure, enfin c'est le château du bassin de vie, hein. Mais dans la pratique libérale, quelle est la part de la télé-expertise? Est-ce que vous pouvez déterminer la part de votre activité sur des structures hospitalières et la part de vos activités pour des organisations libérales? Mhm. Jacques, si tu me permets, en complément exactement de cette question-là, je voulais savoir s'il y avait des batailles de groupes experts entre des médecins libéraux et le service hospitalier du même territoire. Mhm. Voilà. Euh, Ah, oui. Baptiste se Ah, bloque. mince. Est-ce que ça marche? Voilà, Là, là, c'est bon, ça c'est remarche. reparti. Ok. J'ai cru que c'était Désolé. la question qui tue. Mais Ouais. non, c'est bon. Effectivement, l'hôpital est souvent, pour Omnidoc, euh, l'acteur par lequel on aime bien commencer dans un territoire, parce qu'il est suffisamment central pour être capable d'embarquer progressivement l'ensemble des acteurs. Donc quand on déploie dans un service public hospitalier, dermato-endocrino, etc., on sait que en quelques mois, l'ensemble des médecins traitants du territoire va rejoindre la plateforme. Et ensuite, il est beaucoup plus simple pour nous d'aller embarquer les autres acteurs à l'intérieur de l'hôpital et en dehors de l'hôpital. Mais en fait, si on regarde les chiffres aujourd'hui, c'est assez 50-50 en volume d'avis donnés par des spécialistes libéraux, VS les spécialistes hospitaliers. Donc, ils ne sont pas du tout en reste. Ça va être
pas mal dépendant de, la difficulté d'accès aux soins. Donc en fait, il y a une anecdote que j'aime bien citer, qui est le seul hôpital de l'histoire qui a arrêté d'utiliser Omnidoc, qui a commencé puis qui a arrêté. C'est l'hôpital américain de Paris. Et c'est aussi le seul hôpital déconventionné de France. Et ça dit quelque chose. Lui, son objectif en déployant Omnidoc, c'était d'avoir plus de patients. Mais ça n'intéresse pas du tout le médecin traitant. Lui, si son patient, il suffit qu'il appelle pour qu'il soit reçu en grande pompe, il n'a pas besoin d'intervenir. Lui, ce qui va Mm. l'intéresser dans la téléexpertise, c'est de pouvoir apprendre, débloquer des situations, résoudre plus rapidement des problèmes, etc. Et donc, dans le monde libéral, on va retrouver, l'hôpital public est plus uniforme. Dans le monde libéral, on va retrouver les deux mondes. On va retrouver des spécialistes qui sont en grande souffrance en termes de pénurie médicale et des spécialités, pardon, en grande souffrance et qui vont beaucoup utiliser la téléexpertise et d'autres moins. Euh, il peut y avoir des situations de concurrence entre hôpitaux publics, ça existe aussi. Il y a des régions où c'est plus ou moins le cas. Euh, euh, Après, j'ai l'impression que cette notion de concurrence, elle a tendance à diminuer avec, voilà, les gens essaient de faire le maximum maintenant face à un volume enfin, une pénurie médicale qui s'aggrave. Donc j'ai l'impression qu'elle a quand même tendance à diminuer. La concurrence, elle peut exister dans le prestige et le niveau d'hyperspécialisation que Mm. les acteurs cherchent à attirer. Et c'est vrai que souvent l'hôpital public a commencé la téléexpertise parce qu'il n'avait pas le choix. Il fallait trouver un moyen de répondre à le déséquilibre entre la demande et la capacité à recevoir les patients, mais ça leur a permis de nouer un lien fort avec la médecine de ville, avec les médecins traitants. Et ce lien fort, ils capitalisent dessus pour aller plus loin après. Et ça a pu être perçu comme une menace par les acteurs privés. Et d'ailleurs, beaucoup plus tard dans l'histoire d'Omnidoc, maintenant on a des partenariats avec Vivalto, Elsan, Ramsay qui cherchent à pousser la téléexpertise dans leurs établissements, mais plus un peu effectivement en réaction à un mouvement qu'en initiation de ce mouvement. Merci. Bah, si je peux me permettre une remarque, je dirais qu'à chaque fois, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'à l'hôpital public, ils vont être payés pendant leur temps de travail pour faire les téléexpertises, parce que les équipes s'organisent, tandis que les équipes privées, elles vont faire ça en dehors de leur temps de travail libéral. Donc, c'est forcément du temps supplémentaire et ils sont pas toujours d'accord pour s'organiser pour faire ça. Donc, je pense que c'est un des freins. Alors Mhm. après, de médecin à médecin ou de correspondant, de médecin à son correspondant préféré, moi je suis encore sollicitée, je suis toujours sur Omnidoc pour des téléexpertises. En fait, ce qui est pratique, c'est qu'on peut voir où est le praticien. Donc c'est pour ça que c'est local. Et puis il peut mettre un petit mot de présentation en disant je fais ça, je fais pas ça, etc. Donc c'est un petit peu aussi des médecins qui sont démunis, qui peuvent choisir un praticien libéral en se disant bah éventuellement il recevra mon patient, etc. Mais Mhm. pour les équipes, je pense que c'est beaucoup plus déjà c'est compliqué de se gérer en équipe dans le privé, un sujet que je connais bien, et ensuite c'est du temps de travail supplémentaire qu'ils n'ont pas forcément envie de faire. Mhm. Jérôme? En complément de cette question, parce que là, je vais passer du côté utilisateur hospitalier. En tant que cadre de pôle sur la cardiologie, on utilisait beaucoup enfin, avec l'équipe de Christophe Laure, c'était un vaste chantier. On avait quand même une difficulté d'organisation interne, puisque ces demandes de téléexpertise, notamment sur la cardiologie, qui peuvent demander une téléexpertise avec un retour rapide pour le requérant. Et on a eu beaucoup de mal à trouver une solution pour faire en sorte qu'il y ait bien un cardiologue au bout de la demande, parce que ce sont des demandes qui peuvent arriver sur une plateforme. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des pistes d'organisation pour que les équipes puissent gérer facilement cette partie demande, puissent les réguler? Ça rejoint aussi la remarque qui a été faite en ce partage peut-être d'un territoire. La discipline dermato n'est pas très pourvue ni dans le public ni dans le secteur libéral. Comment les avis se repartissent entre les deux territoires. Et puis une dernière question qui m'a échappé, mais ça va revenir sans doute après. J'écoute la réponse déjà maintenant. Tu lèveras la main. Alors sur le point du délai, donc la téléexpertise
en général et sur OmniDoc en particulier, elle est majoritairement asynchrone avec une réponse qui va arriver sous 2 jours, 3 jours. Donc on conseille toujours aux médecins, aux équipes, expertes de, préciser leur projet médical et de préciser le délai, auquel ils, comptent, auquel ils s'engagent à répondre. Donc ils sont plutôt conservateurs, ils vont dire sous 5 jours ouvrés alors qu'ils répondent sous 24 heures. Mais pour éviter que si le, médecin requérant ait le sentiment qu'il lui fasse une réponse sous 15 minutes, il l'envoie par ce canal qui est regardé 2 fois par jour, quoi. Et donc souvent, les équipes sur OmniDoc vont dire, pour ce qui est de l'urgence, si vous avez l'impression d'avoir besoin d'un avis urgent, vous devez ou remplacer ou doubler l'avis OmniDoc par un appel. Doubler, ça peut être s'il y a besoin d'envoyer des documents. De toute façon, OmniDoc est bien adapté. Mais ensuite, vous appelez pour être sûr que quelqu'un dans l'heure ou dans les 15 minutes regarde votre demande. Certains disent d'ailleurs, vous pouvez continuer à nous appeler, mais uniquement si vous avez l'impression qu'il y a une urgence, etc. Et on a aussi des équipes qui décident de faire passer tous les avis sur OmniDoc, donc toutes les urgences. Mais souvent, dans ces cas-là, ils font 2 projets, 2 lignes d'avis dédiées. Donc, le premier service qui a fait ça, c'est le service cardio du CH de Pau. Ils ont une ligne pour les urgences, une ligne pour les avis semi-urgents ou non urgents, sur lequel ils répondent en 48 heures et un médecin qui est alerté par Mhm. mail, il répond dans la journée. Sur les avis urgents, OmniDoc alerte le téléphone de garde. Donc, il y a un SMS qui est envoyé sur le téléphone de garde. Le SMS contient le lien vers la téléexpertise, le numéro de téléphone portable du requérant. Et très vite, il peut débrouiller le cas. Donc, eux, ils ont voulu faire ça. Enfin, ils le faisaient avant. Ils voulaient continuer à pouvoir proposer une réponse aux demandes urgentes, mais ils voulaient le faire via OmniDoc pour avoir la sécurité, la traçabilité, la valorisation que leur apporte OmniDoc en général. Et donc, dans ces cas-là, on conseille vraiment de séparer les 2 projets pour pouvoir avoir une action un peu différente sur les deux. La clé, en tout cas, c'est qu'il y a une bonne communication. Ce qu'on veut à tout prix éviter, évidemment, c'est qu'un médecin ait le sentiment qu'il ait une réponse rapide et qu'il envoie une demande urgente pour une équipe enfin, voilà, qui ne s'y engage pas. L'autre clé, c'est l'organisation. Donc, c'était une des questions. Effectivement, une des difficultés que peuvent avoir certains médecins libéraux qui travaillent seuls, c'est se faire déborder par un afflux de demandes. Si je suis dermato seul en centre Val-de-Loire, je peux me retrouver avec, voilà, je pars 3 jours en congrès, je reviens, j'ai 20, 30 demandes de téléexpertise. Et d'ailleurs, c'est un sentiment qu'on nous partage. On le dit au début, OmniDoc, c'est vraiment une solution face à un problème. Mais au bout d'un moment, le problème est véhiculé à l'intérieur de la solution. C'est-à-dire que la pénurie médicale s'exprime et le manque de dermatos s'exprime à travers la solution, cet afflux de demandes, etc. Et ça peut créer une charge mentale. C'est-à-dire que avant la téléexpertise, le médecin rentre chez lui et s'arrête de travailler. Là, il peut se dire, bah, lundi matin, je vais commencer, je suis déjà en retard. J'ai des patients au cabinet, mais j'ai déjà pas mal de téléexpertise de retard. Alors, on a tout un tas d'outils qui permettent de contrôler ça, de pouvoir couper, de pouvoir mettre une limite, etc. Donc on essaie d'aider là-dedans, mais la meilleure solution, elle est quand même dans le fait de se mettre à plusieurs. Donc ce qui Mm. est naturel pour les services hospitaliers, qui est plus nouveau pour les médecins libéraux, mais les équipes de soins spécialisées, le modèle Oncobrez, les dermatolibéraux, c'est un modèle qui se diffuse et se généralise. Et le gros avantage, c'est de pouvoir choisir son temps. Donc sur Oncobrez, donc ils sont divisés en 4 zones géographiques. Sur Rennes, par exemple, ils sont 15 dermatos. Je disais 2 d'avis par semaine. Donc ça veut dire que cette semaine-là, ils savent qu'ils ont énormément d'avis. Donc ils ont des trous dans leur journée pour répondre à des avis. Mais les semaines d'après, ils sont tranquilles. Ils sont en congrès, en vacances, c'est leurs collègues qui assurent la prise en charge des demandes d'avis. Donc ça permet de beaucoup mieux s'organiser, choisir son temps. Par contre, ils ont quand même réservé quelques créneaux en urgence pour toutes les téléexpertises qui aboutiront à cette décision la semaine d'avis, quoi. Donc c'est vraiment une autre manière de travailler. Et c'est sûr qu'à plusieurs, on peut voilà, s'organiser, se répartir la charge de travail pour que ça soit beaucoup plus gérable pour l'équipe. C'est un profond changement d'organisation quand même, quelque part, Mm. hein. C'est ça, et ça se fait C'est sur des années, hein. Ça se fait pas en... Oui, oui, ça se fait. Marion, je t'en prie. Ah, Marion, puis Ouais. après, j'aurai. Je me disais qu'on a été un peu injuste avec le privé parce qu'il y a quand même le SS Cardio sur la région Île-de-France qui c'est exclusivement du privé avec des cardiologues qui se sont entièrement organisés pour, si j'ai bien Ouais, ouais. compris, répondre en téléexpertise très rapidement, recevoir les patients, Mm, etc. mm, mm. Mais c'est exactement ce que vous disiez, c'est qu'en fait il y a tout un temps d'organisation
et il faut être plusieurs. Ça, tout seul, on répond de temps en temps à une petite question, il n'y a pas de problème, C'est pour ça que mais voilà. voilà, l'État essaie d'organiser le second recours libéral avec les ESS, comme elle l'a fait sur le premier recours avec les CPTS. Mm. C'est des temps longs et enfin, c'est sans commune mesure avec, si on regarde 5 ans en arrière, en fait, c'est quand même une énorme évolution, hein. La manière de travailler des médecins a beaucoup, beaucoup changé, mais ce n'est pas des choses qui se décrètent ou se font du jour au Ouais. lendemain. Et, et la téléexpertise, Omnidoc sont un levier de cette organisation parmi d'autres. Mm. Mais je dirais que ce qui est bien, c'est que ça s'est fait. Mm. Et automatiquement et tout seul, et peut-être même mieux que dans les CPTS, c'est en tout cas l'impression qu'on a. C'était une remarque perfide, c'est Et, pas gentil, et mais bon, ouais. Et l'autre avis que je j'ai, l'ai surtout. placé. Et bon, bon, c'est bon, ma question m'a échappé, je laisse Ben, la main. Alors, je sur passe le la dernier parole à point. Jean-Yves à ce compte-là. Jean-Yves. Oui, alors j'ai une question qui n'est pas du tout sur l'efficience du principe, qui est plus une question finalement un petit peu de patient et d'ex-RSI qui a vu effectivement en fin des années 90 des malheureux transferts d'images des urgences Quimper vers les neurochir à Brest avec un malheureux modem. Enfin, voilà, on avait un petit peu l'historique Mm. mais c'était en mode copain comme ça a été dit au départ. Ma question, c'est maintenant le contexte, il est un petit peu différent. Mon propos, c'est l'identito-vigilance. Est-ce que déjà le médecin requis fait partie de l'équipe de soins? Déjà, la première question, parce que on interroge, on demande des consentements, on donne de l'information au patient, on lui parle d'équipe de soins. Donc, est-ce qu'il en fait partie, le requis, d'une part? Non. Et d'autre Et, part, comment on peut. Oui, parce que j'enchaîne les deux, hein, pardon. pardon, c'est moi. L'autre question, c'est l'identito-vigilance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans tous les systèmes d'information, on exige une identité qualifiée, parfois un petit peu pénible à réaliser. Mais en tout cas, comme là, il y a forcément, l'exemple a été cité, hein, le requérant est hospitalier et pour tracer la traçabilité de son action, il va mettre dans le dossier patient de l'établissement aussi ce qu'il a fait. Dans quel dossier, comment il identifie formellement le patient qui, en fait, il ne connaît pas, quoi. Voilà. Alors, sur le premier point, est-ce que le médecin spécialiste fait partie de l'équipe de soins du médecin traitant? Dans le cas médecin traitant, médecin spécialiste, la réponse est non. Et ce que ça veut dire, c'est que il doit y avoir un consentement, donc à l'acte de telle expertise et au fait d'utiliser Omnidoc pour solliciter l'avis du docteur machin, du CH machin. Et donc, il faut un consentement. Ce consentement, il peut être simplement oral. Mais on fournit, nous, un modèle de consentement qui peut être fourni par le médecin traitant. Voilà. Bon, il se trouve que le sujet porte peu à Mm. critique de la part des patients, hein, qui sont souvent extrêmement heureux de voir que deux médecins vont travailler sur leur cas en leur absence pour accélérer la résolution de leurs problèmes. Mais ça fait partie enfin, le consentement est obligatoire, on le rappelle. Quand les informations patients sont remplies sur le NIDOC, on rappelle au médecin qu'il doit avoir recueilli le consentement pour l'acte, et voilà. Et ça fait partie des choses qu'il faut évidemment pouvoir demander aux patients avant la téléexpertise, pas forcément faire signer une preuve parce que le risque paraît nul, mais au moins le consentement oral. Et beaucoup de médecins vont imprimer le compte-rendu Omnidoc et le donner au patient après. Donc, il va être partie prenante, il pourra retrouver sur le DMP, etc., partie prenante de l'échange a posteriori. Et sur le point de l'identito-vigilance hospitalière, donc, effectivement, il y a un enjeu, hôpital ou non, de faire transiter les informations Omnidoc vers le logiciel du médecin requis. La téléexpertise, c'est un pont entre les acteurs, et donc il y a un vrai enjeu de circulation de l'information de l'amont à l'aval. Et un de ces enjeux, c'est l'identité-vigilance. C'est ce que le patient que l'on crée en aval est bien le bon patient. Il se trouve que la téléexpertise est l'un des cas particuliers du nouveau cadre d'identité-vigilance parce que, pour la première fois, quasiment, un hôpital doit rentrer des données pour un patient qu'il n'a peut-être jamais vu. Alors parfois, le patient est connu, mais souvent, le patient n'est pas connu et on ne l'a jamais vu. Et même si, donc nous, on propose, alors c'est un peu technique peut-être pour certains, mais on propose l'appel INSI qui va permettre de vérifier l'identité, les traits d'identité du patient. Mais même si tout est fait dans les règles côté requérant, on ne peut pas considérer côté hôpital que c'est bon. Ils sont obligés de faire une identité dite temporaire et ils la valideront, la qualifieront, cette identité, que le jour et si le patient se présente à l'hôpital. Donc ils créent un dossier patient, mais avec un statut un peu particulier.
ce est parfois fait un peu grincer des dents les services admission des hôpitaux à qui on dit il faut que vous alliez vers le 100%, mais en même temps, on va développer OmniDoc et la téléexpertise qui, eux, sont en dehors de ce cadre-là. Mais c'est la réalité et c'est ce que voilà, dit l'Agence du numérique en santé. En téléexpertise, on n'a pas vu le patient. C'est pas, à moins d'avoir signé un contrat de confiance avec le médecin libéral, mais ce qui n'est pas du tout envisageable, il ne faut pas considérer l'identité qu'il nous a envoyée comme automatiquement qualifiée. Ok. Jérôme? Ça y est, ma troisième question est trouvée. Euh, Elle est plutôt en lien avec les agences régionales de santé, notamment sur la plus-value qu'un outil comme Omnidoc, ou en tout cas comme un principe comme Omnidoc pourrait être utilisé. Et peut-être que vous avez des cas d'usage sur la PDSA ou la PDSES, des permanences des soins, soit ambulatoires, soit en établissement de santé. Est-ce que vous avez des cas d'usage sur ce type d'horaire particulier ou de système particulier? Qui là aussi faciliterait un peu le recours un peu facile au passage par les urgences. Mhm. Euh, alors, je vais faire une réponse en plusieurs temps. Donc, d'abord, quand OmniDoc s'est créé, euh, la téléexpertise, elle existait déjà depuis longtemps de manière informelle et elle existait aussi dans le cadre de programmes étapes qui ont abouti à la rémunération, enfin l'entrée dans le droit commun. Et progressivement, dans les années en gros enfin, entre 2010 et 2020, toutes les régions se sont munies d'une solution régionale de télémédecine qui faisait téléexpertise et téléconsultation en gros. Hmm. Et c'est des solutions qui souvent souffraient de très très peu d'usage, notamment parce qu'en téléexpertise, enfin et surtout en téléexpertise, il faut pouvoir embarquer les correspondants. Et le correspondant, si on lui dit qu'il lui faut une journée de formation et voilà un accompagnement juste pour être capable de s'inscrire à la plateforme, il va dire non. Je continuerai à envoyer mon mail. Et donc ça, c'est la situation dans laquelle on s'est créé. Et on était plutôt en fait en concurrence avec ces acteurs. D'ailleurs, pour l'anecdote, moi, quand je viens de Bourgogne, j'ai appelé mon médecin traitant quand je commençais à réfléchir à tout ça. Elle m'a dit, oh, bah, c'est pas la peine que tu te lances là-dessus. Il y a déjà la solution régionale. Tu perds ton temps, quoi. Et j'ai quand même insisté un peu. Et il se trouve que il y a une région qui avait décidé que c'était une mauvaise idée de faire ça, qui avait essayé, ça s'était pas bien passé. C'est la Bretagne. Et donc, quand on s'est créé en 2019, il y a une région où il n'y avait pas de solution régionale depuis quelques mois, c'était la Bretagne. Et c'est pour ça que c'est à Vannes, à Rennes, à Lorient, Saint-Brieuc, etc., que les premiers hôpitaux et les premiers médecins libéraux ont déployé OmniDoc, parce qu'il y avait un espace pour ça. Et après, on a pu utiliser le succès des déploiements qui étaient sans commune mesure avec les autres régions pour retourner voir les autres régions et leur dire, bah, il y a quelque chose que l'on fait mieux manifestement qu'ailleurs, voilà pourquoi. Et progressivement, on est devenu partenaire de ces régions. Donc, le centre Val-de-Loire, par exemple, est passé d'une solution historique à OmniDoc face à justement le constat que la solution historique remplissait pas les enjeux c'est particulier à la expertise, mais les enjeux des deux côtés. Les acteurs à l'hôpital et en ville n'ont pas les mêmes enjeux et pourtant il faut que la même plateforme soit capable de correspondre aux deux. Et, euh, et donc maintenant, dans la plupart des régions, on est partenaire, voire dans certaines régions, la région est notre client et elle décide de financer les réseaux de téléexpertise pour ces organisations. Et quand c'est le cas, enfin dans les deux cas, il y a de plus en plus de projets un peu différents de la téléexpertise traditionnelle qui se déploient sur OmniDoc. Et d'ailleurs, nous, on a essayé de travailler de plus en plus à capitaliser un peu sur le formidable réseau d'acteurs qui se retrouvent sur OmniDoc pour collaborer sur leurs cas les plus complexes, pour aller plus loin dans les formes de collaboration et dans les étapes du parcours de soins qu'on est capable d'accompagner. Donc, on l'a fait en allant vers la RCP, les réunions de concertation pluridisciplinaires en onco ou non, où on a progressivement lancé une fonctionnalité dédiée. Et on a maintenant enfin, plusieurs centaines d'équipes qui utilisent OmniDoc pour leur RCP. Et la RCP est un peu la téléexpertise du troisième ou quatrième recours. Euh, et, euh, et on l'a fait de l'autre côté sur la téléconsultation assistée. On a des services gériatrie, etc., qui nous ont dit, bah, nous, on aimerait bien justement pouvoir faire certes de la téléexpertise, mais de la téléconsultation assistée parce que c'est ce que demandent les EHPAD. Et donc, on a progressivement déployé des workflows de téléconsultation assistée. Donc ça, c'est un peu la dynamique globale. Par rapport à la question particulière, on a quelques projets tests sur l'accès aux soins, mais c'est encore assez balbutiant.
Je suis pas sûr d'ailleurs que ces projets marchent très bien aujourd'hui, mais je pense qu'il y en a assez peu sur OmniDoc et je suis pas le mieux au courant. Donc je vais éviter de dire une bêtise en allant trop loin dans ma réponse. Avant de passer la parole à Marion, je vais te dire, dans notre région, on s'était fâché avec notre ARS parce qu'ils voulaient nous imposer un système qu'ils avaient mis au point. Et on dit, mais non, non, mais ça marche pas votre truc, nous on veut OmniDoc. On veut OmniDoc. Qui était beaucoup plus simple et pour lequel on avait vraiment les habitudes. Et le système qui était proposé n'était pas du tout adapté. Marion, je t'en prie, c'est peut-être toi qui vas Oui. avoir le mot de la fin. Ah, alors, oui, en fait, bah, ça tombe bien. En fait, on veut pas que ce webinaire tourne autour d'une pub séquencée sur OmniDoc. Et donc, on peut parler un petit peu des concurrents. Moi, je connais Rofim, qui, justement, lui, s'est penché beaucoup d'emblée sur la RCP parce que c'était plutôt une plateforme dédiée à des spécialistes. Je pense qu'il y en a d'autres. Je pense que Doctolib même est en train d'essayer de... quelle est la place d'Omnidoc en fait? Je suppose qu'elle est dominante, mais Alors, avec... les derniers chiffres nationaux que nous connaissons datent de milieu d'année 2025. Donc, on a un petit peu de retard, mais on a les chiffres nationaux, on a les chiffres Omnidoc et on a les télexpertises Omnidoc que les médecins indiquent comme facturées. Donc, de là, on sait que mi-2025, on représentait entre 80 et 90% des télexpertises cotées. Après, c'est qu'une toute petite partie des télexpertises qui reste majoritairement informelle, hein. Le téléphone reste le premier outil de télexpertise en France. Et il existe voilà, pas mal de solutions différentes. Il y a des solutions régionales encore. L'une d'elles, c'est par exemple en Auvergne-Rhône-Alpes, la solution Mon-Sisra, qui fait plus de choses, mais qui fait de la télexpertise et qui est pas mal utilisée. La PHP a lancé sa propre solution, même si pas mal de services sont sur OmniDoc. Et effectivement, il y a Doctolib depuis 6 mois en gros. D'ailleurs, on parlait d'interopérabilité avec les logiciels de gestion de cabinet des médecins libéraux. Le principal acteur qui n'est pas interopérable avec OmniDoc, c'est le logiciel médecin Doctolib, parce que justement, ils veulent utiliser l'interopérabilité avec leur propre logiciel comme un moyen de mettre en avant leur solution de téléexpertise. Donc, il y a effectivement pas mal d'acteurs. Après, bah, on essaie, nous, d'avoir une solution qui correspond à tout le monde et qui soit en mesure d'embarquer tout le monde. C'est le jeu aussi sain de la concurrence, hein, qui permet à chaque médecin de choisir la solution qui le convient le mieux et à nous d'être celle qui convient le mieux au plus grand monde, quoi. Et peut-être un point que j'ai voulu dire tout à l'heure euh, sur le fait que c'est les médecins qui ont poussé auprès des ARS le fait de l'usage d'Omnidoc. Omnidoc, c'est toujours déployé par les médecins. Dans les hôpitaux, c'est les médecins qui ont poussé les DSI à changer leur fusil d'épaule. Dans les régions, c'est les médecins qui ont poussé les ARS à changer de fusil d'épaule. Ce qui est intéressant, c'est que le poids des médecins dans ces décisions, euh, déjà me semble peut-être plus élevé que ce qu'il pouvait être il y a quelques années, et est beaucoup plus élevé que dans d'autres systèmes de santé. Et pour l'anecdote, quand je parle à des médecins du système de la NHS en Angleterre, parce qu'on a commencé à se déployer dans d'autres systèmes et en tout cas échanger avec pas mal d'autres médecins, euh, eux voient dans Omnidoc, enfin, la téléexpertise est quasiment obligatoire, hein, en NHS. On ne peut pas passer du premier au second recours sans une téléexpertise. Donc, il n'y a plus d'adressage sans téléexpertise dans le système anglais. Mais alors, les médecins de la NHS n'ont aucun mot à dire. Ils ne savent même pas qui et comment est pris la décision de l'utilisation d'un logiciel A ou B. Et ils ne savent même pas qui a décidé qui répondrait à tel type de personne. Ils sont beaucoup moins impliqués dans le parcours. Et donc, comparé à la France, les médecins français, même hospitaliers publics, vont se sentir beaucoup plus responsables de décider de comment ils doivent organiser leur parcours de soins, avec quel outil, et quand c'est pas l'outil qui leur convient, de mettre la pression aux autres acteurs pour qu'on avance, quoi. Et ce qui est, je trouve, positif, parce que plus on rapproche le choix de l'outil de l'utilisateur, plus on s'assure une bonne décision. On est d'accord là-dessus. Donc, un outil plébiscité par les médecins, c'est une bonne chose. Il est 20 heures. Je dois vraiment te remercier. On t'a fait beaucoup, on t'a fait beaucoup parler. C'était assez passionnant. Et merci infiniment pour le temps consacré à ce webinaire en Think Tank. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde et au prochain webinaire.